Bienvenue à notre analyse. Aujourd'hui, on a mis la main sur quelque chose de pas banal pantoute. Vraiment pas. C'est une note confidentielle datée d'aujourd'hui, le 18 février 2026. Puis juste le titre, ça donne le ton. Alerte pandémique, le virus du réveil infecte la Belgique. C'est assez direct comme approche. C'est direct, oui. L'idée de base, elle est complètement flyée. Le document traite le mécontentement politique comme si c'était une épidémie. Exactement. Il suggère que les Belges, qu'on a toujours vus comme un peuple, plutôt tranquille, Apathique même? sont en train de développer une conscience politique aiguë. Fait que notre job aujourd'hui, c'est de comprendre comment une nation qui a l'air, endormie au gaz pourrait être sur le point de tout faire sauter. On va fouiller dans les théories et les chiffres assez capotés de ce document. OK, décortiquons ça. C'est une approche vraiment unique. Dans la note, ils appellent ça de l'épidémiologie cognitive du mécontentement. C'est du jargon, ça? C'en est, oui. Mais dans le fond, ça veut dire qu'ils utilisent des modèles de propagation de virus pour comprendre comment la colère se répand. Ils s'appuient sur les travaux de plusieurs universitaires, Turchin, Granovetter. Curant aussi. Curant, oui. Et le point de départ de tout ça, c'est un paradoxe. Trotsky lui-même disait que le peuple belge était belgifié. Comme vacciné contre les grandes causes. Exactement. Alors la question à un million, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est la question. Commençons par les théories parce que c'est là que ça devient fascinant. La première, c'est Peter Turchin puis sa cliodynamique. Un de ses concepts, c'est la surproduction des élites. En gros, si je comprends bien, c'est quand tu as trop de membres brillants qui veulent être au sommet, mais il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est exactement ça. Puis ça crée d'immenses frustrations. Ces gens-là, ces contre-élites, finissent par se tourner vers le peuple pour équisser la colère. Et la Belgique, avec ses 6 gouvernements et 60 ministres, c'est le laboratoire parfait. Ça devrait l'être. Mais c'est là qu'on tombe sur le classique belge. Historiquement, au lieu de faire sauter le système, Ils créaient d'autres postes. voilà, ils ajoutaient des chaises. Le système s'auto-alimentait pour calmer le jeu. Sauf que selon la note, ce mécanisme-là, il est en train de gripper. OK, donc si la frustration des élites, c'est le carburant, la note se demande c'est quoi l'allumette. C'est là qu'ils sortent l'idée de Marc Granovetter. Les seuils de cascade. Explique-nous ça simplement. L'idée est vraiment simple, mais super puissante. Chaque personne a un seuil avant de se joindre à une manif. Toi, mettons, ton seuil est de 5. Tu dois avoir 5 de tes amis dans la rue avant d'y aller. OK. Quelqu'un d'autre a un seuil de 1. Il a juste besoin de voir une personne pour y aller. Une révolte de masse, ça peut dépendre de trouver la personne au seuil 0 ou 1 qui part le bal. C'est comme la première personne qui se lève pour danser à un mariage. Exactement, c'est la même dynamique. Et le Belge moyen, historiquement, est décrit comme ayant un seuil très, très élevé. Il fallait que son chien soit dans la rue, quasiment. Presque, ouais. Ce que le rapport affirme, c'est qu'en 2025, on a vu quelque chose de rare. Un abaissement soudain et généralisé de ces seuils. Et là, d'un coup, la cascade devient possible. OK, on a le carburant, on a l'allumette, mais ça explique pas pourquoi personne ne voit jamais ces révolutions arriver. C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu troublant. C'est le concept de falsification des préférences de Timur Courant. C'est l'idée que, dans le fond, on ment tout le temps un peu sur ce qu'on pense vraiment. C'est précisément ça. Les gens cachent leurs vraies opinions politiques par peur, par pression sociale, juste pour pas faire de vagues. Ça crée un fossé immense entre ce que les gens disent en public et la colère qui gronde en privé. Le sondage dit que tout va bien, mais en dedans, ça boue. C'est pour ça que la chute du mur de Berlin ou le printemps arabe ont surpris tout le monde. Le jour où les gens arrêtent de mentir en même temps, le paysage politique change en 24 heures. La note a une phrase qui frappe là-dessus. Le Belge qui pense révolution dit il fait beau aujourd'hui, non? C'est fou, mais ça décrit bien l'idée. Des régimes entiers peuvent être des illusions d'optique qui tiennent juste parce que tout le monde pense être le seul à ne plus y croire. Wow! Et il y a un chiffre magique associé à ça. C'est ce que les travaux de Damon Centola, un autre chercheur, ont montré. Le fameux 25 %. Oui. Il suffit d'une minorité engagée et visible d'environ 25 % pour qu'une nouvelle norme sociale s'installe. En dessous de ça, ton impact est quasi nul. Mais une fois que tu franchis ce seuil, c'est le reste de la population qui suit. Et c'est là que le rapport devient un avertissement direct pour les syndicalistes, parce qu'ils appliquent ce chiffre à la Belgique. C'est le cœur de leur analyse, oui. Ce seuil de 25 % en Belgique, ça représente 2,9 millions de personnes. OK. Or, si on additionne les membres actifs des 3 grands syndicats du pays, on arrive à 3 millions. Donc, les conditions mathématiques sont réunies.
Sur papier. Sur papier, oui. La note ajoute qu'il y a aussi 1,9 million de personnes sous le seuil de pauvreté. La conclusion, c'est que la seule chose qui manque pour atteindre cette masse critique, c'est que le monde des travailleurs syndiqués et celui des exclus se parlent. Le potentiel est là, mais il n'est pas encore activé. C'est ça l'avertissement. C'est exactement ça. Fait que tous les ingrédients pour une explosion sont là. Ce qui amène la grosse question. Si la pression est si forte, pourquoi la marmite n'a pas sauté? Et la réponse qu'il donne, elle est assez sombre. Oui, ça concerne la santé mentale. C'est une partie très dure de l'analyse. Les statistiques sont percutantes. Plus d'1 Belge sur 3 n'aurait plus la pleine capacité mentale pour gérer le quotidien. 1 sur 4 a pris au moins un psychotrope en 2022. On parle de 812 millions de doses. Attends une minute. 812 millions. Là-dedans, il y a 370 millions de doses d'antidépresseurs. C'est une augmentation de 70 % en 5 ans. 70 %. C'est énorme. Et chez les ados, c'est plus 60 %. C'est une crise de santé publique qui se cache en pleine vue. Absolument. Et la note pose la question qui tue. Ah oui? Combien de Lexapro ça prend pour empêcher 11 millions de personnes de regarder leur fiche de paie? Wow! C'est une image crue. C'est cru, mais ça illustre bien l'idée d'un pays qui s'automédicante pour tolérer une situation qui le rend malade. Ça mène à la théorie de l'impuissance apprise. Du psychologue Martin Seligman? Oui. Le concept, c'est que quand tu es exposé à des situations négatives et incontrôlables de façon répétée, tu finis par devenir passif. Tu apprends que tes actions ne changent rien. C'est une résignation collective. Mais le rapport dit que cette impuissance-là, elle peut se briser. C'est le point central. Elle se fracasse au moment précis où tu réalises qu'une de tes actions, finalement, a eu un effet. Et la note suggère que des concessions obtenues après les manifs de 2025 comme le maintien de l'indexation des salaires, pourraient être ce déclencheur. C'est le moment où, pour citer le rapport, un peuple domestiqué découvre qu'il peut mordre et qu'il a des dents. wow! OK. Pour aller plus loin, ils appliquent un modèle qui vient d'un tout autre domaine. Le modèle SIR, c'est bien pour les épidémies comme la grippe, ça, non? Oui, à la base, c'est ça, mais le parallèle est étonnamment efficace. Pense-y. Le S pour susceptible, c'est pas quelqu'un qui peut attraper un rhume, c'est quelqu'un qui est Tanné du statu-quo, ouvert à des idées radicales. prime. Et le but, c'est de calculer le R0, le fameux taux de reproduction. De la colère. De la colère, oui. Dans différents groupes de la société. C'est fascinant. Et ça donne quoi? Quels sont les groupes les plus contagieux? Les résultats sont éclairants. La strate 1, les chômeurs qui ont été exclus du système. Ils sont qualifiés de patients zéro. Ah ouais? Et leur R0? 3,7. C'est très, très élevé. La théorie, c'est que perdre un droit que tu avais, c'est un moteur de révolte beaucoup plus puissant que de ne pas obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu. Et j'imagine que les jeunes sont aussi en haut de la liste? En plein dans le mille. La strate 4, les jeunes, a le R0 le plus élevé de tous, 4,2. 4,2, non, 4,2. 4,2, oui. Le rapport les appelle les super propagateurs de la contagion sociale. Ils sont hyper connectés, militants, mais souvent sans affiliation à un parti traditionnel. C'est le profil parfait pour démarrer une cascade. Tu as mentionné tantôt la théorie de Turchain sur les élites frustrées. Est-ce qu'on retrouve ce profil dans leur modèle? Absolument. C'est la strate 7. Les cadres en burn-out, les fonctionnaires désillusionnés. Leur R0 est de 2,5. Les aspirants élitaires frustrés. C'est exactement ça. Des gens diplômés, qui ont suivi les règles et qui se rendent compte que l'ascenseur social est bloqué. Eux, ils vont exprimer leur mécontentement dans l'urne. La note attribue une partie de la croissance du PTB, la gauche radicale, à ce vote-là. Au-delà des modèles, la note s'appuie quand même sur des faits, sur ce qui s'est passé en 2025. Oui, la théorie doit coller à la réalité. Et les chiffres de 2025 sont frappants. On parle de 100 000 manifestants dès le 13 février. À peine 2 semaines après la formation du nouveau gouvernement. C'est rapide. Très rapide. L'année a compté 88 jours de grève. Et le point culminant, ça a été le 14 octobre. Jusqu'à 140 000 personnes. Un record pour le 21e siècle. Et il y a eu des affrontements sérieux. Pour la première fois depuis longtemps, oui. Et un autre détail clé, pour beaucoup de jeunes, c'était leur toute première manif. C'est la preuve concrète que les seuils de Granovetter ont chuté. Le système belge a toujours été vu comme une machine à absorber les chocs, non? La concertation sociale, le fédéralisme. C'est le point. Mais l'analyse suggère que le gouvernement actuel est en train de démanteler ses amortisseurs un par un.
Le rapport conclut avec une analogie de la théorie du chaos qui fait réfléchir. Laquelle? Quand on enlève les amortisseurs d'un système complexe, les oscillations s'amplifient. Ce n'est pas une opinion, c'est une équation différentielle. Pour prendre le pouls politique, la note analyse un sondage de décembre 2025 qu'elle décrit comme la photographie d'un basculement. Et les chiffres sont spectaculaires. À Bruxelles, le PTB-PVDA, le parti de gauche radicale, devient le premier parti avec 22,3 %. Et en Flandre? Au nord, si on additionne les nationalistes et l'extrême droite, on atteint 49,5 %. Presque un électeur sur deux. Donc la colère est bien réelle, mais elle ne s'exprime pas de la même façon partout. Les gens sont colères, mais ils crient dans des langues différentes. C'est exactement ça. La note appelle ça une bifurcation communautaire du mécontentement. La même colère s'exprime par la gauche radicale au sud et par la droite radicale au nord. C'est ce qui rend le pays si instable. Ça empêche une révolution classique, mais... Ça garantit une crise politique permanente. C'est un blocage structurel. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final? Si on résume, le rapport nous montre une Belgique qui, sur papier, a l'air stable, mais qui, dans le comportement de sa population, est devenue très instable. On voit aussi un phénomène que les scientifiques appellent le « critical slowing down ». Le ralentissement critique. Oui, c'est un signe qu'un système approche d'un point de bascule. La preuve, c'est le temps qu'il faut pour former un gouvernement. 194 jours, puis 541 jours. Le système est de plus en plus lent à se réparer. La note fait un parallèle avec le Chili. Le slogan dans la rue, c'était « Ce n'est pas 30 pesos, c'est 30 ans ». C'est l'accumulation qui crée l'explosion. Exactement. Donc la question, selon la note, c'est plus de savoir si le Belge peut se révolter. 2025 a prouvé que oui, mais si le système politique peut encore trouver un compromis avant que ça devienne irréversible. Et la pensée finale, celle qui reste en suspens, est la plus importante. Les modèles comme ceux de Curran nous disent que les révolutions sont, par définition, imprévisibles. Personne ne connaît la vraie carte des opinions cachées. Personne ne connaît le seuil exact. Personne. Ce document, c'est un avertissement, surtout pour les corps intermédiaires comme les syndicats. Il décrit un patient anesthésié dont le traitement ne fait plus effet. Et il pose une question stratégique. Si la colère finit par déborder, est-ce qu'elle sera canalisée vers une transformation constructive? Ou est-ce qu'elle mènera à une décomposition par épuisement, un scénario que la note appelle le choléra politique? Et la réponse? La réponse dépend de la capacité des acteurs sociaux et surtout des syndicats à lire cette nouvelle carte du mécontentement et à décider du chemin à prendre